Nous sommes le 30 décembre 2022. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble, première chaîne de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire a organisé récemment la 7e édition de son dîner de gala pour mobiliser des fonds en faveur des enfants malades du diabète. Ces soirées ont permis de mobiliser au total quelques 250 millions de francs CFA pour assister les enfants atteints de plusieurs maladies en Côte d'Ivoire. 32 entreprises viennent de recevoir leur certificat de normes de qualité, des certificats remis par le ministre de l'Industrie à l'issue du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel, le PARCSI, mis en place par le ministère du Commerce et de l'Industrie et financé par la Banque africaine de développement. La légende du sport, l'un des plus beaux joyaux du football, tire sa révérence. Pelé est décédé hier à l'âge de 82 ans. Le mythique footballeur brésilien s'est éteint à l'hôpital de Sao Paulo où il avait été admis début décembre pour une réévaluation de son traitement par chimio. Une tumeur au côlon lui avait été diagnostiquée en septembre 2021. Les hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire mobilisés contre le diabète chez les enfants. Comme chaque fin d'année, le traditionnel dîner de gala s'est tenu récemment et comme à chaque fois, cette 7e édition a également permis de mobiliser des fonds pour porter assistance aux enfants malades de diabète. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Un dîner gala à double objectif pour le Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Faire le bilan des 6 dernières éditions de gala et la mobilisation de fonds pour soutenir les enfants malades de diabète. Essayer d'aider les parents pour que les enfants qui souffrent du diabète puissent être guéris. Pas guéris, mais qu'on puisse soulager les familles. En 6 ans, nous avons essayé d'aider les enfants malades dans un premier temps de l'insuffisance rénale au CHU de Yopougon. Ensuite, nous sommes venus à Trècheville, nous sommes occupés des enfants malades du cœur et après nous avons aidé les enfants malades du cancer. Donc en tout c'est pratiquement 250 millions que nous avons collectés pour mettre à la disposition des hôpitaux pour essayer de venir en aide aux enfants. Ce gala du Chamsi a mobilisé la crème des cadres de la communauté musulmane et des autres communautés, tous engagés pour apporter leur soutien aux enfants souffrant de diabète. Votre mobilisation autour de ce fléau nous donne une preuve supplémentaire que le Chamsi, composé d'hommes et de femmes d'affaires, est bien à l'écoute des populations et en phase avec les préceptes de l'islam. Comment ne pas se réjouir de prendre part à ces moments de partage qui épousent parfaitement la vision islamique de la solidarité agissante au profit des plus démunis. La ministre d'État, Kandia Kamara, représentant le vice-président de la République, salue l'initiative du Chamsi. Elle invite à plus d'engagement en faveur des enfants et des plus faibles. Il est donc salutaire qu'au sein de la Oumma islamique, il existe des hommes et des femmes attachés au commandement et qui sont pour nous de véritables sentinelles de la cause d'Allah. Nous sommes dans les derniers jours de l'année 2022. Les célébrations festives se succèdent et dans tous les foyers règne une ambiance de total bonheur. Mais en ce moment précisément, des enfants luttent contre le diabète en silence, stoïquement. Ils n'aspiraient qu'à vivre comme leurs semblables, mais Allah, dans sa miséricorde, les a soumis à cette épreuve. C'est à ces enfants que cette soirée est dédiée. Comment le vice-président pouvait rester insensible à une telle démarche de générosité et de délicate affection? Il se sent évidemment concerné par ce projet, en tant que père et en tant que croyant. Au cours de cette soirée, ce sont plus de 50 millions de francs CFA qui ont été récoltés à travers des ventes aux enchères et des dons. Un reportage signé donc Mamadou Kwasi. Place à l'actualité coronavirus. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 941 cas confirmés de Covid avec 831 décès.
On en vient maintenant à cette remise de certificats de normes de qualité à une trentaine d'entreprises. Des certificats remis à l'issue du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel et qui vise à améliorer la compétitivité et la productivité de ces entreprises. Le projet Parxi est mis en place par le ministère du Commerce et il est financé par la BAD. Emmanuel Nyangoran, Jean-Louis Bangbo. La remise de ces 32 certificats de normes qualité internationaux intervient dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel Parxi. Ces certificats permettront aux entreprises de renforcer leur compétitivité et la productivité pour répondre aux attentes et exigences de leur clientèle. C'est avec plaisir que nous sommes là et nous avons reçu le prix des mains du ministre de l'Industrie. Nous avons été analysés, nous avons mis notre système à contribution, nos collaborateurs, pour que nous puissions avoir une maîtrise de notre processus de fabrication, de vente, d'administration de nos activités. Ces certificats se présentent également comme des parchemins pour ces entreprises ivoiriennes afin d'intégrer le commerce international et notamment la zone de libre-échange africaine, ZLECAf. C'est le parcours du combattant récompensé par un certificat qualité qui ouvre le sésame permettant d'aller conquérir les marchés d'Afrique, d'Europe et des Amériques. Qualité, élément majeur de la compétitivité des entreprises, des produits et services permettant la protection des populations et de l'environnement. Le ministre Souleymane Diarra Souba exhorte les entreprises à se joindre à l'initiative. L'adoption prochaine de notre politique nationale de la qualité nous impose de renforcer et de pérenniser les acquis nationaux en la matière pour créer un cadre approprié permettant à nos entreprises d'être performantes et compétitives afin de participer efficacement aux échanges dans le cadre de la ZLECAf. Je voudrais adresser tous mes remerciements à toutes les entreprises lauréates et lancer un appel à toutes les autres entreprises à s'inscrire pleinement dans la démarche qualité car leur croissance en dépend. Le Parxi est un projet d'appui institutionnel au secteur industriel ivoirien financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien pour un coût global de 9 milliards 400 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire entend améliorer sa stratégie sectorielle commerciale, cela à travers l'identification de ses produits et services à forte demande dans l'ensemble des communautés régionales de l'Afrique. C'est tout l'enjeu de cet atelier initié par le secrétariat exécutif national de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine et ses partenaires. À la précision de Dangui Dangui. Au nombre des États pionniers dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, la Côte d'Ivoire poursuit les préparatifs pour identifier et exploiter toutes les opportunités de ce vaste marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs. Dans le cadre de cet atelier initié par le secrétariat exécutif national de la ZLECAf et de ses partenaires, par exemple, les acteurs du secteur privé, notamment ceux de l'agro-industrie et de l'agriculture, participent à l'identification des produits ivoiriens à forte demande dans les communautés économiques régionales. Et cela sur fond de quelques inquiétudes. Comment braver tout ce qu'il y a comme législation des pays d'accueil? Comment on nous accueille? On a beaucoup de barrières douanières et on a aussi un souci de voirie. Ces inquiétudes vont être dissipées au fur et à mesure de la mise en œuvre de la ZLECAf selon les experts de la question. Des experts convaincus que la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur ce marché africain unique pour faire de l'exportation de ses produits un moteur de son économie. Le secteur privé ivoirien a été invité pour échanger avec eux, pour avoir leur avis sur les produits prioritaires et également identifier les critères de sélection de ces produits-là qui seront mis en avant dans le cadre de la ZLECAf. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud qui importent certainement du caoutchouc et qui produisent des pneus, mais qui aujourd'hui portent à bâtir la Malaisie et d'autres pays. Donc c'est l'occasion pour nous quand même de toucher ces marchés. Donc c'est une réelle opportunité qu'on offre aujourd'hui à travers cet atelier. En plus d'ouvrir l'accès à de nombreux marchés, la ZLECAf promet entre autres de faciliter les échanges avec les autres pays africains et de réduire le coût des intrants.
Un reportage de Dangui, Sylvestre Nguessan et Ariel Ago. À Yamoussoukro, on accentue la lutte contre la corruption. Les acteurs de la société s'outillent de plus en plus sur l'environnement institutionnel et juridique de la lutte contre ce fléau. À l'initiative du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. On en sait plus avec Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Mettre la société civile à contribution dans le cadre de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, il faudra d'abord outiller les acteurs sur le cadre institutionnel et juridique. C'est ce à quoi s'attelle le programme Pays de renforcement des capacités, PPRC, qui regroupe à Yamoussoukro des acteurs de la société civile. Il s'agit ici d'accompagner les différents acteurs nationaux, notamment dans ce cas les acteurs de la société civile, pour leur permettre de mieux remplir et de façon la plus performante possible leur mission en matière de contrôle citoyen de l'action publique. La société civile entend prendre toute sa place dans la lutte. S'il y a corrupteur, c'est qu'il y a corruption. Nous aussi, on peut, de façon inconsciente, avoir des attitudes de corrupteurs. Donc, mes attentes en venant à ce séminaire, c'est déjà d'avoir des outils et puis connaître les mécanismes en matière de corruption. Le gouvernement, pour sa part, veut faire de la lutte contre la corruption une réalité partout en Côte d'Ivoire. Force est de reconnaître que la lutte contre la corruption ne saurait être l'affaire des pouvoirs publics. Cette lutte nécessite l'implication des acteurs non étatiques, du secteur privé, de la société civile et des médias. L'engagement de la société civile est donc important pour renforcer la transparence, le dialogue et la consultation. 4 jours de travaux, un emploi du temps adapté. Tous entendent mettre de la volonté et participer activement à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Allons-y à Doropo, où la quiétude des populations est quelque peu troublée. En quelques jours seulement, plusieurs véhicules ont été incendiés par des individus non identifiés dans cette localité. La situation devenant donc inquiétante, les cadres de la localité militent activement pour un retour à l'apaisement. On voit cela avec Herman Niamien depuis Doropo, département de Bouna. Comme une gangrène, les funèbres incendies des véhicules enregistrés à Bouna se propagent peu à peu dans le reste de la région du Bounkani. À Doropo, chef-lieu de préfecture, 4 véhicules ont été nuitamment incendiés du 19 au 23 décembre dernier par des individus non identifiés. Comme des fantômes, ils opèrent la nuit sans laisser de traces, hormis des tas de ferrailles en fumée ou en flammes. Aucun témoin oculaire, aucune piste sérieuse ne semble fuser pour les enquêteurs. Dans la ville, la psychose se lit sur les visages. À Bounano, on a vu, ils sont là à brûler les voitures. Mais d'un jour là aussi, on voit qu'ici à Doropo aussi, ça se passe. Mais actuellement, nous, on a peur. Nous, on est venu garer nos camions devant la mairie ici, en face des forces de l'ordre, pour être en bien de sécurité. Voilà, vraiment, je demande à l'État, il n'a qu'à renforcer la sécurité. Pour réconforter la population, Ablaye Lamine Dambélé, cadre du département, a entrepris une tournée dans les quartiers de la ville pour constater dans un premier temps le sinistre et dans un second temps traduire sa compassion et son soutien aux personnes concernées. J'ai essayé de rencontrer les différentes communautés, les groupes de jeunesse, les associations de jeunesse pour leur faire un peu de sensibilisation, leur demander de se mettre à la disposition des forces de l'ordre, leur fournir suffisamment d'informations, d'éviter la délation, mais de se mettre à la disposition des forces de l'ordre pour qu'on puisse endiguer rapidement ce fléau-là. En ma qualité de député, il était de mon devoir de courir au chevet des populations, non seulement leur témoigner tout mon soutien et dire que nous sommes ensemble et que nous devons faire front afin de mettre fin à, je dirais, cet esprit malsain qui trouve vraiment le sommet de cette paisible population. Pour permettre à toutes les familles de passer de bonnes fêtes de fin d'année, Ablaye Lamine Dambélé leur a fait don de 500 kits alimentaires composés entre autres de sacs de riz de 5 kg, de cartons d'huile et de tomates. Il a également distribué 387 kits scolaires aux élèves du primaire et 67 à ceux du collège moderne de Doropo.
Souvenez-vous du 13 mars 2016, cette date tristement historique, date noire donc dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, à laquelle a eu lieu l'attentat de Grand Bassam, une fusillade dans un quartier touristique de la station balnéaire ivoirienne de Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et prisée tant par les Ivoiriens que par les Occidentaux. Ce jour-là, ce 13 mars, la vie de 19 personnes avait basculé, fauchée par les balles assassines de terroristes. Attaque revendiquée le soir même par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 18 accusés étaient récemment face à la justice. 10 écopent de la peine maximale. Fin du procès. Soulagement des parents, des victimes. Retour au tribunal. Sidonie Davila nous relate le film du procès. Ce verdict nous satisfait entièrement parce que c'est conforme d'abord à nos réquisitions. Mais c'est aussi conforme à l'esprit même de tous les actes de terrorisme. Le tribunal a rendu sa décision. Nous en prenons acte. Nous ne désespérons pas parce qu'il y a des voies de recours qui existent. Au terme de près d'un mois d'audience, 10 personnes écopent d'un emprisonnement à perpétuité. L'affaire de l'attentat du Grand Bassam oppose le ministère public à Kounta Dalla, considéré comme l'un des cerveaux de l'attentat et ses co-accusés. Comment comprendre que des individus tuent leurs prochains au nom d'une idéologie ou d'une croyance particulière? Ce n'est accepté par personne. Et lorsque cela arrive, il faudrait absolument que la répression soit à la hauteur de l'acte maléfique qui a été posé. Et c'est pour cela que nous sommes entièrement satisfaits de ce verdict. Le tribunal a prononcé aussi des dommages-intérêts au profit de ceux qui ont perdu un parent, qui ont subi un préjudice également moral. Le tribunal a reconnu leur possibilité de se constituer partie civile et a prononcé des dommages-intérêts aussi à leur endroit. Alors que la défense avait plaidé pour l'acquittement des prévenus, les juges ont suivi, en l'espèce, le réquisitoire du procureur de la République. Nous avons un sentiment mitigé. De 18 accusés, vous avez compris qu'il y en a qui ont été condamnés à vie. Les 4 présents là-bas ont été également condamnés à vie. Nous estimons que le tribunal aurait dû aller jusqu'au bout, d'accord, de sa démarche. La défense dispose de 20 jours pour faire appel de la décision du tribunal. En cas de recours, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel qui jugera l'affaire à nouveau. Selon Maître Saki, cette décision revient au bâtonnier de l'ordre des avocats. 6 ans après les faits, le procès du premier acte terroriste commis en Côte d'Ivoire connaît un dénouement. Si les familles des accusés, partagées entre colère et tristesse, s'abstiennent de commentaires sur le jugement, pour les parties civiles, c'est un soulagement. Mon fils a été traumatisé pendant 1 an et demi. Et vraiment, c'est Dieu qui a sauvé mon fils. Sinon, là, il ne serait pas en vie. Et le verdict, moi, je trouve que c'est normal. Moi, j'ai eu beaucoup de pertes matérielles, naturellement, mais personnelles, il y a eu beaucoup de choses. C'est bien d'arriver au bout, et voilà, pour moi, personnellement, et en même temps pour les familles, c'est aussi important, même plus important. Ce 13 mars 2016, en début d'après-midi, des coups de feu sont entendus sur la paisible plage du Grand Bassam. Des centaines d'Ivoiriens et d'étrangers profitent du soleil et des vagues de l'océan. 3 jeunes hommes, armés de Kalachnikov, tirent à l'aveugle sur les terrasses des hôtels et restaurants. Les 3 assaillants sont abattus par les forces spéciales ivoiriennes. Le bilan des victimes est lourd, 19 morts et 33 blessés. Le pays endeuillé fait face à la première attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dès le départ, il y avait 22 accusés. Par la suite, la chambre d'instruction a estimé qu'il y avait des charges contre 18. Le tribunal criminel, quant à lui, a acquitté 8 personnes et est rentré en voie de condamnation contre 10 personnes, dont 4 étaient présentes à la barre et 6 qui n'avaient pas comparu parce que détenus ailleurs ou, comme Kounta Dalla, le logisticien, ils sont dans la nature.
Mais ceux qui ne comparaissaient pas là-bas du tribunal, le tribunal a bien voulu décerner mandat d'arrêt afin qu'ils soient recherchés et qu'ils subissent la peine de l'emprisonnement à vie qui a été prononcée. Et donc nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir les retrouver. Et nous-mêmes et nos partenaires extérieurs. L'occasion du procès nous a rappelé que les plaies étaient encore vivaces. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attestées aux parents des victimes. Parce que, rappelons-nous, il y a eu 19 morts. Je voudrais également présenter tous mes vœux de bon rétablissement aux 33 blessés, aux forces de défense et de sécurité qui ont perdu 3 des leurs. Louer leur courage parce qu'ils sont tombés au champ d'honneur. Ils ont donné ce qu'ils ont de plus important, leur vie, pour sauver des Ivoiriens. Et ils travaillent chaque jour, sans relâche, pour nous assurer la sécurité. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. Dans le cadre de l'attentat terroriste du Grand Bassam, le tribunal criminel a ouvert les débats depuis le 30 novembre dernier. Au cours des différentes audiences présidées par Charles Bini, président du tribunal criminel, ont été appelés à la barre de nombreuses personnes, notamment des accusés, des témoins victimes, le parquet, les avocats de la défense. Le tribunal a également eu recours à quelques expertises et donné lecture de certaines auditions des personnes absentes. Attentat de Grand Bassam, que retenir du procès? C'était un document signé Sidonie Davila. En cette période de fin d'année, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, cadre du Béquet, a offert de nombreux cadeaux aux enfants de Béoumi dans le cadre de la fête de Noël. Le témoignage de Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. 5e édition des Béoumi et Kangoua. 225 enfants de la commune reçoivent des cadeaux. Une initiative du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, fils de la localité. Une journée destinée aux tout-petits afin qu'ils passent des moments agréables en cette période de congé de Noël. Tout heureux, ces enfants du monde rural se réjouissent de cette marque d'attention. Je suis content de recevoir le cadeau que M. le ministre nous a donné. Merci papa, M. le ministre. J'ai deux hommes de la classe. Je suis content des cadeaux. Merci papa. Pour l'occasion, le représentant du ministre encourage les enfants à prendre au sérieux les études afin de bénéficier de la largesse de leurs parents. Le ministre vous demande d'être diligent, de pouvoir bien travailler à l'école et surtout de respecter vos parents. De respecter vos parents afin que demain, vous aussi, vous devenez les prochains préfets de région, des chargés de communication et pourquoi pas des ministres et des présidents. Pour cette édition de Béoumi et Kangoua, les enfants des localités de Sakassou, Bodokro et Marabadiassa ont également bénéficié des cadeaux de la part du ministre Sidi Touré. Vous l'avez vu, hein, c'était donc Noël pour tous les enfants de Béoumi grâce au ministre Sidi Timoko Touré. Récemment, donc toujours pendant la fête de Noël, il y a plus d'un millier d'enfants de la sous-préfecture de Raviar qui ont reçu des cadeaux des mains de Patricia Aoussou-Kouadio. Raviar, c'est dans la région du Bélier. L'épouse du président de l'Assemblée nationale a souhaité offrir du bonheur à ses enfants du monde rural. On retrouve Kader Sogodogo. Sanctuaire Marielle de Raviar, un arbre de Noël au profit de 1000 enfants de la localité. Des gamins dans la joie et surtout heureux de recevoir un cadeau pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. C'est une immense joie pour nous d'accueillir cette cérémonie qui vient pour nous procurer beaucoup de joie et de bonheur grâce à votre bonté d'âme. Cet arbre de Noël, moment de partage, est à mettre à l'actif de Patricia Aoussou-Kouadio, l'épouse du président du Sénat. Mes très chers enfants, je vous encourage à écouter vos papas, vos mamans, vos éducateurs, à rester très attentifs à leurs conseils. Il faut bien travailler à l'école. Parce que quand on travaille à l'école, on assure son avenir et on assure l'avenir aussi de la Côte d'Ivoire. Le vicaire de la paroisse Saint-Pierre de Raviar, Père Joseph Nda, tout en remerciant la donatrice, a invité les tout-petits à une vie religieuse.
Du côté de Languibonou, dans le département de Botro, ce sont 300 enfants de familles économiquement faibles qui ont reçu des cadeaux afin de passer des fêtes de fin d'année heureuses. C'est une action des cadres de la sous-préfecture. Le reportage de Charles Tatou, RTI Boaké. Languibonou, localité située à 25 km de Boaké. Les cadres rendent heureux les enfants démunis. En cette période des fêtes de fin d'année, plus de 300 lots de cadeaux distribués aux enfants issus des villages qui composent la sous-préfecture. Pour l'initiatrice de cette action humanitaire, ce geste vient pour permettre aux enfants du monde rural de célébrer dans la gaieté le Nouvel An. Aux enfants, c'est d'être assidus à l'école, de respecter les parents et surtout de travailler à l'école pour être des futurs présidents de la République. Pourquoi pas? C'est une grande joie de partager ce moment de bonheur avec les enfants. Un message d'union, d'entente entre tous les fils et filles de Languibonou et partant de tout le Béquet. Languibonou fait partie des localités administratives du département de Botro. Avec ses dons au profit des enfants, la localité vit déjà au rythme de la célébration du Nouvel An. Dans le cadre du lancement du feu d'artifice organisé par le district autonome d'Abidjan, le trafic sur le plan d'eau lagunaire compris entre la baie de Cocody et le pont général de Gaulle sera suspendu ce samedi 31 décembre à partir de 17h pour reprendre le dimanche 1er janvier 2023 à partir de 5h30. Cette suspension d'activité concerne aussi bien les transporteurs lagunaires, bateaux-bus Pinas, que les bateaux de servitude et de plaisance. Document signé des mains de colonel Kwasi Julien, administrateur en chef des affaires maritimes et portuaires, directeur général des affaires maritimes et portuaires par intérim. Le roi Pelé est mort. C'est une autre figure majeure du XXe siècle qui disparaît en 2022. Le prodige du ballon rond a gagné 3 coupes du monde avec la Seleção. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, sa santé était chancelante depuis quelques mois. Il luttait contre un cancer du côlon et avait été hospitalisé fin novembre à Sao Paulo. Deuil pour le roi immortel du football, celui qui a fait du foot un art, un deuil national accompagné de condoléances planétaires. Le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur, son totem, et l'une de ses plus grandes références, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans, des suites d'un cancer, et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin, car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Depuis des semaines, son état de santé était devenu préoccupant, et sa famille s'était réunie autour de lui, tandis que les Brésiliens se préparaient à la triste nouvelle. Il était le monarque absolu du ballon rond, le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde, avec l'ensemble de ses attributs, sa couronne, jamais contestée, pas même par Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Son trésor, c'est 1283 buts inscrits selon son propre décompte en 1366 matchs et 20 ans de carrière. Record qui continue de défier le temps depuis les années 1970. La Coupe du Monde de 1970 demeure à jamais son plus glorieux moment. Cette année-là, à 29 ans, il fut en pleine possession de ses moyens et mit son costume de chef d'orchestre pour guider l'une des plus belles équipes que le football nous ait offerte. Ce mondial mexicain étant le premier à être diffusé en direct et en couleur, les prouesses de Pelé restent bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Il doit aussi son titre de meilleur joueur de l'histoire à cette exposition médiatique inédite et relègue au second plan les gloires antérieures du foot international comme Alfredo Di Stefano. Sous le maillot Auriverde, Pelé inscrit 97 buts en 91 sélections. Sous les couleurs de Santos FC, il gagne 5 fois le championnat national entre 1961 et 1965, 2 Copa Libertadores et 2 Coupes intercontinentales en 1962 et 1963. Après le départ du numéro 10 brésilien, le Santos FC est classé 5e plus grande équipe du XXe siècle par la FIFA. Si Pelé est considéré comme le plus grand de tous, il le doit aussi à sa propension à ne pas avoir raté les grands rendez-vous cruciaux, contrairement à Johan Cruyff, finaliste du Mondial 1974, et à ne pas s'être fait trop étourdi par la célébrité comme Diego Maradona, suspendu pour dopage de cocaïne. Le roi est mort, vive le roi.
Pelé, une légende mondiale, puisses-tu reposer en paix. Le lieutenant-colonel Zongrana Emmanuel retourne en prison après avoir été présenté une nouvelle fois jeudi au procureur du tribunal militaire. Ce dernier a délivré le même jour un mandat de dépôt contre lui dans l'affaire d'allégation de complot contre la sûreté de l'État. Il soupçonne l'officier supérieur de faire partie d'un plan pour renverser l'actuel dirigeant burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, et prendre sa place à la tête du pays. Soit des soupçons d'un projet d'attaque simultanée contre la télévision publique, la prison militaire et la résidence de l'actuel dirigeant, le capitaine Ibrahim Traoré. Fin de ce journal, à demain, 31 décembre.